Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Hélène Dumont et je travaille au Bureau des services éducatifs complémentaires de la Commission scolaire de Montréal. Je vais devoir me coller sur elle. Bonjour. Alors, je suis Marie-Hélène Goudreau. Je travaille à la Direction de santé publique de Montréal, plus précisément dans l'équipe Saines habitudes de vie du secteur tout petit jeune. Alors, j'ai le mandat à la CSDM de déployer le plan d'action Bouger 1 heure par jour, dans lequel il y a un volet entier qui est spécialement dédié aux récréations et aux cours d'école. Et je dois vous dire que Marie-Hélène et moi avons débuté ensemble l'aventure cours d'école au mois d'août 2007, en croyant bien naïvement qu'on arriverait à en faire le tour en à peu près un mois. Ça fait 7 ans qu'on travaille la cour d'école, 7 ans qu'on la réfléchit, 7 ans qu'on l'investit et qu'on accompagne les milieux. Et je peux vous dire qu'on en apprend encore tous les jours et à notre plus grand bonheur, on n'a pas encore réussi à faire le tour de ce terrain de jeu-là. Alors, au cours des prochaines 60 minutes, nous allons vous parler de l'importance de créer pour les élèves un environnement sain et sécuritaire en abordant des thèmes tels que l'aménagement de la cour d'école, l'organisation des périodes d'activité, l'animation des jeux, l'encadrement des élèves. Je tiens à préciser cependant, attendez, il n'y a pas beaucoup de place sur le... Je tiens à préciser cependant que les éléments que nous allons vous présenter à l'instant touchent davantage les écoles primaires. Mais sachez qu'ils sont facilement transposables à la réalité des écoles secondaires et nous nous efforcerons de vous montrer comment tout au long de la présentation. Notre intention aujourd'hui, vous convaincre de l'importance qu'a la cour d'école dans la prévention de l'intimidation et de la violence à l'école et dans la réussite éducative des élèves. Je vais le tenir dans mes mains parce que je ne vais pas être si longtemps. Alors, comme Marie-Hélène vient de le mentionner, ça fait plusieurs années qu'on revoit les cours d'école et la première chose qu'on se plaît à leur faire faire, à leur faire vivre, c'est de leur demander quel est votre souvenir de cours d'école d'enfance. Habituellement, on va faire le tour de l'ensemble des personnes en leur demandant quel est leur principal souvenir de la cour d'école d'enfance. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on est un peu trop nombreux pour faire le tour. Par contre, si vous me le permettez, j'aimerais quand même ça vous faire vivre une petite expérience et vous demander de reculer quelques années en arrière et vous rappeler de votre cours d'école quand vous étiez au primaire. Alors, quand je dis votre cours d'école d'enfance, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Vous pouvez le dire dans votre tête. Quelle était votre principale activité, votre activité favorite? Ballon chasseur, ballon poire, parler avec nos amis, parler avec le surveillant, se promener, être un peu les troubles-fêtes. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des adultes dans la cour d'école qui surveillaient? Peut-être que vous avez une personne en tête que vous vous souvenez. Est-ce que vous vous sentiez en sécurité dans votre cours d'école? Est-ce que votre sentiment, est-ce que le souvenir que vous avez est positif ou est-il négatif? Lorsqu'on fait le tour des personnes, et comme je vous le mentionnais, on n'aura malheureusement pas la possibilité de le faire, on espère toujours que le souvenir qu'ils ont en tête, c'est un souvenir positif. Et aujourd'hui, si on pose la question aux jeunes qui sont en ce moment dans leur cours d'école, dans 20 ans, quel est votre souvenir de la cour d'école d'enfance? Eh bien, on espère que le souvenir qu'ils vont nous nommer soit positif. Et aujourd'hui, nous tous, c'est ensemble qu'on va être en mesure de faire une différence pour s'assurer que le jeune, si un jour on lui demande quel est le souvenir de votre cour d'école d'enfance, eh bien, il nous nomme un élément qui est positif. Alors, je vous laisse pour les prochaines minutes avec ma collègue Marie-Hélène. Je vous souhaite une très belle présentation. Alors, on sous-estime parfois l'influence que peut avoir la cour sur le climat de l'école, sur le sentiment de sécurité des élèves, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, sur les habiletés qu'ils développeront, sur les comportements qu'ils adopteront, sur leur capacité de concentration en classe, bref, sur leur réussite éducative. Par conséquent, avant toute chose, il m'apparaît important de mentionner que pour les élèves du secondaire, l'environnement que leur fournit l'école est un lieu de socialisation, de premières expériences, d'influence, qu'elles soient positives ou non, un lieu où les jeunes apprennent à faire et à prendre leur place en société.
Le rôle de l'adulte est donc significatif pour amener les jeunes à développer de saines habitudes de vie, mais aussi à développer des habiletés sociales qui leur serviront leur vie durant. Quant aux écoles primaires, la cour est un lieu intégrateur où tous les élèves s'y retrouvent de façon quotidienne. En ce sens, la cour leur permet de non seulement développer leurs habiletés motrices de base, mais aussi de bouger, de dépenser leur énergie, de développer des habiletés sociales et, nous l'espérons, d'entretenir des relations positives avec leurs camarades. Tout comme au secondaire, c'est à nous, adultes, de les aider à y parvenir. Dans la littérature, on retrouve des écrits qui mentionnent que pour diminuer les manifestations de violence et d'intimidation dans les écoles, on devrait travailler évidemment sur ces manifestations-là dès qu'elles surviennent, mais on devrait également travailler à la base. Et la base dans une école, c'est le respect du code de vie, c'est l'encadrement qu'on offre aux élèves pour qu'ils se sentent en sécurité. Donc, la démarche cours d'école que nous allons vous présenter aujourd'hui se situe davantage à la base de la pyramide de la prévention, puisque les interventions qu'on peut y faire s'adressent à la majorité des élèves, peu importe leur âge, leur sexe, leur origine ethnique. Le visuel présenté à cette diapositive correspond à un volet qui a été conjointement rédigé par la Direction de santé publique de Montréal, la Commission scolaire de l'art et des bois et la Commission scolaire de Montréal. Ce volet n'aurait cependant pas pu voir le jour sans l'importante contribution de nombreuses personnes ayant des fonctions locales, régionales et même provinciales en lien avec le sujet traité. Nommons entre autres Carole Carufel, Nathalie Brulmans, Sophie Bourque, Pierre H. Tremblay, Claudine Pelletier, Joanie Galipeau, Marie-Josée Talbot, Danielle Marquis, Paula Saint-Arnaud, Isabelle Boissé et bien d'autres. D'ailleurs, plusieurs de ces personnes se trouvent parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à les saluer et à les remercier chaleureusement. Ceci étant dit, 2 raisons nous ont poussés à rédiger ce volet sur l'encadrement des élèves. D'abord, la démarche qui était proposée dans le guide « Ma cour, un monde de plaisir » a, au fil des ans, conduit de nombreuses écoles à mettre en place des actions dans leur cours d'école pour faire en sorte que les jeunes soient physiquement actifs, qu'ils évoluent dans un environnement sécuritaire et qu'ils entretiennent des relations saines et positives avec leurs camarades. La plupart des écoles avaient ciblé les 2 dernières priorités, mais peu d'entre elles se sentaient suffisamment outillées pour mettre en place des interventions en ce sens et pour diminuer les problématiques vécues dans la cour telles que les conflits, les manifestations de violence et d'intimidation, les accidents. C'est donc pour permettre aux écoles d'offrir un meilleur encadrement à leurs élèves dans la cour d'école que ce nouveau volet du guide « Ma cour, un monde de plaisir » a vu le jour. Une autre raison qui nous a incités à produire ce volet, c'est la très grande préoccupation des directions d'établissement quant à la qualité de la surveillance dans la cour d'école et dans l'école. D'ailleurs, à la CSDM, des 7 585 élèves et des 1 981 membres du personnel des 61 écoles primaires qui ont répondu au questionnaire sur les environnements socio-éducatifs, 46 % d'entre eux percevaient le climat de leur école comme étant négatif. Il est certain que la venue de la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence, aussi connue sous le nom de l'ancien projet de loi 56, a mené bon nombre d'écoles à cibler la démarche cours d'école comme étant un moyen pour diminuer les manifestations de violence et d'intimidation. Ce nouveau volet est donc un outil tout désigné pour amener les écoles à atteindre cet objectif. Vous n'êtes pas sans savoir que l'élève du primaire met les pieds 5 fois par jour dans sa cour d'école. Le matin, lorsqu'il arrive de la maison, à la récréation du matin, le midi, à la récréation de l'après-midi et le soir lorsqu'il quitte pour se rendre à la maison ou pour prendre son autobus. 5 fois par jour, 25 fois par semaine, 100 fois dans un mois et près de 1000 fois dans une année scolaire où il met les pieds dans sa cour d'école. S'il s'agit de 1000 moments où ça va bien, où l'élève a du plaisir, où il joue bien, où il arrive à régler seul ses conflits, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais s'il s'agit de 1000 moments où il est intimidé, bousculé, rejeté par ses pairs, il y a fort à parier que cela aura une très grande incidence sur sa capacité de concentration en classe, sur ses apprentissages, sur sa réussite éducative. Tranche de vie. Marilyn vous mentionnait tout à l'heure que chaque fois qu'on rencontre des équipes cours d'école, on leur demande un souvenir de leur cours d'école d'enfance. Eh bien, il y a quelques années, un directeur d'établissement nous racontait que lorsqu'il était petit,
10 minutes avant que la cloche sonne pour se rendre à la récréation le matin, il n'écoutait plus du tout ce que disait son enseignante. Parce que tout ce qu'il essayait de faire, c'est de se trouver un endroit dans la cour où il pourrait se cacher pour ne pas se faire intimider par les autres. Et on voyait que même à l'âge adulte, même s'il mesurait maintenant 6 pieds 2, même s'il avait 45 ans, les souvenirs étaient encore très, très présents et les émotions très vives. Et malheureusement, on s'est rendu compte que cet élève-là ne perdait pas seulement 10 minutes de temps d'enseignement avant la récréation du matin. Il perdait aussi 10 minutes avant l'heure du midi, 10 minutes avant la récréation de l'après-midi, 10 minutes le soir avant de quitter pour se rendre à la maison. Cet élève-là perdait donc 40 minutes de temps d'enseignement par jour parce qu'il ne se sentait pas bien dans sa cour d'école. Au terme d'une année scolaire, ça représente 7200 minutes de temps d'enseignement perdu. 24 journées d'école où cet élève-là était présent de corps, mais pas d'esprit. Et pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas bien dans sa cour d'école. Quand on sait que le sentiment de sécurité de l'élève a une grande incidence sur ses apprentissages et sa réussite, elle est là, toute l'importance de se préoccuper de l'encadrement des élèves. Au Québec, le contexte actuel est favorable à une réflexion sur l'importance d'améliorer les environnements scolaires, notamment la cour d'école, afin de prévenir l'intimidation et la violence. Les commissions scolaires, dans le cadre des conventions de partenariat avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, s'engagent à atteindre les objectifs spécifiques liés aux 5 buts établis par ce ministère, dont le but 4, qui vise l'amélioration d'un environnement sain et sécuritaire. Par une convention de gestion et de réussite éducative, les commissions scolaires s'entendent donc à leur tour avec chacune de leurs écoles pour définir les objectifs à atteindre. Nous croyons donc que le but 4, qui est l'amélioration d'un environnement sain et sécuritaire, se retrouve au cœur de cette convention de gestion et de réussite éducative. Car un élève qui ne se sent ni bien ni en sécurité dans son milieu va être beaucoup moins disposé aux apprentissages. Cela a donc une grande incidence aussi sur l'atteinte des autres buts, qui sont entre autres l'amélioration de la langue française, l'augmentation du taux de diplomation avant l'âge de 20 ans, la persévérance scolaire. C'est pourquoi l'encadrement des élèves devient le principal levier pour réduire les manifestations de violence et d'intimidation à l'école et pour augmenter le sentiment de sécurité des élèves. Mais comment s'assurer d'offrir un encadrement adéquat dans l'école ou dans la cour d'école? Depuis de nombreuses années, Marilyn et moi travaillons avec Carole Carufel, qui fait le tour des cours d'école du Québec. Et on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que peu importe où on était au Québec, que ce soit en Gaspésie, en Estrie, dans les Laurentides, en Outaouais ou à Montréal, on remarquait sensiblement les mêmes problématiques en lien avec la surveillance, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'apprenait pas à surveiller, ni à l'université, ni au cégep, ni à la technique pour devenir éducateur en service de garde, éducateur spécialisé. Donc, la surveillance à l'école fait appel au gros bon sens des gens. Mais il y a autant de gros bon sens dans une école qu'il y a d'individus. Alors, c'est difficile, à un moment donné, d'avoir la constance et la cohérence dans les interventions. Et c'est pour ça que c'est important de définir les modalités de surveillance. Le Comité de gestion d'attaques scolaires de l'île de Montréal a publié un document qui s'intitule « La responsabilité civile à l'école » et dans lequel il y a un chapitre entier qui traite de la surveillance à l'école. Alors, à la lumière de nos nombreuses observations dans les cours d'école, à la lumière également des aspects légaux qui régissent nos façons d'intervenir auprès des élèves pour assurer leur sécurité, on en est venu qu'à faire ressortir 4 éléments qui nous permettent de dire qu'une surveillance est adéquate. Mais avant de vous les nommer, je me permets de faire une petite parenthèse pour les écoles secondaires. On connaît le très grand besoin des milieux de revoir l'encadrement des élèves au secondaire. On sait également que, contrairement aux écoles primaires où l'encadrement se passe principalement dans la cour d'école, au secondaire, ça ne se limite pas qu'au simple terrain de l'école.
Il faut aussi investir les parcs adjacents, les stations de métro à proximité et s'adjoindre des partenaires pour y réfléchir, comme les C3S, les agents socio-communautaires, les travailleurs de rue, les organismes communautaires. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeune, il est élève quand il est à l'école, mais il s'agit du même jeune le soir et les fins de semaine qui se promène dans les rues du quartier. Alors, si tout le monde travaille ensemble pour penser au meilleur encadrement possible des élèves, on a beaucoup plus de chances d'en arriver à une constance et une cohérence dans les interventions. Donc, les éléments d'une surveillance adéquate que je vais vous présenter à l'instant peuvent convenir autant aux intervenants des écoles primaires qu'à ceux des écoles secondaires et peuvent être employés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'école. Le premier élément, la ponctualité. Est-ce que l'adulte qui surveille arrive à l'heure à sa période de surveillance? Et s'il est au primaire, est-ce qu'il s'assure qu'il y a un adulte dans la cour avant de faire sortir ses élèves? Légalement parlant, s'il arrivait un accident en l'absence de l'adulte, il devra prouver que l'accident aurait pu se produire même s'il avait été là. L'exemple que je donne toujours, c'est un élève qui a un malaise et qui perd connaissance. Et en tombant, se brise le poignet. Que l'adulte ait été là ou non, l'accident se serait produit quand même. L'adulte n'aurait pas pu dire « Ouf, lui, il n'a pas l'air de bien aller, je vais m'en approcher, je suis sûre que dans 10 secondes, il va perdre connaissance et oups, je le rattrape juste au bon moment. » Impossible. Par contre, deux élèves qui se tiraillent entre eux en l'absence de l'adulte et que l'un d'eux se brise le poignet en tombant parce que l'autre l'a poussé, l'adulte va avoir un petit peu plus de difficulté à dire que l'accident aurait pu se produire même s'il avait été là. Le deuxième élément, le positionnement. En fonction de la superficie de la configuration de la cour, en fonction des lieux dans une école secondaire où est exercée la surveillance, en fonction des endroits où surviennent le plus souvent les problématiques d'intimidation et de violence, on place des adultes à ces endroits-là, on les positionne. Ça permet d'une part d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe, soit dans la cour ou dans l'école. Mais ça permet d'autre part d'éviter qu'il y ait deux adultes qui se regroupent, puis là je dis deux, mais j'aurais pu dire 3 et 4, qui se regroupent pour discuter entre eux pendant de très très longues minutes. Vous savez, on en a observé les cours d'école et je vous dirais que le problème majeur, c'est celui-ci. J'ai même vu deux adultes avec un téléphone à l'oreille en train d'écouter de la musique et de danser pendant que les élèves étaient en train de jouer. Alors, le positionnement, c'est majeur. Le troisième élément, le rôle actif des adultes. Chaque adulte aurait une zone à couvrir, mais il doit s'y déplacer. Mais pas n'importe comment. On travaillait avec un agent socio-communautaire qui nous disait que les policiers, pour contrôler une foule, ne se plaçaient pas en plein milieu de la foule. Ils se plaçaient en périphérie. Et qui retrouve-t-on en périphérie des cours d'école? Les élèves qui sont tristes, les élèves qui sont rejetés, les élèves qui ne savent pas à quoi jouer, les élèves qui préparent des mauvais coups. Alors, si l'adulte qui surveille se déplace continuellement, il est en mode prévention. Que croyez-vous qu'il va se produire si un adulte s'approche de regroupements d'élèves? Automatiquement, les élèves vont se disperser. Et si tous les adultes dans la cour d'école se déplacent, à un moment donné, les élèves n'auront plus de place pour faire leurs mauvais coups. Et on a même remarqué que plus les adultes se déplaçaient dans la cour d'école, plus les élèves avaient l'impression qu'ils étaient nombreux, alors que ce n'était pas le cas. C'est Camille Sansfaçon qui disait que la présence active et attentionnée des adultes empêche la majorité des élèves de passer à l'acte. Alors, si l'adulte surveille et qu'il se déplace, il est vraiment en mesure de répondre à ça. Et à cet élément, on ajoute la bienveillance. Est-ce que l'adulte est en mesure d'entretenir des relations saines et positives avec tous les élèves qu'il côtoie? Tranche de vie, une enseignante qui me racontait l'année dernière qu'elle se faisait le devoir à chaque début d'année scolaire d'apprendre le prénom de tous les élèves auprès de qui elle intervenait ou auprès de qui elle interagissait. Elle me disait que ça lui prenait à peu près 2 mois pour apprendre le prénom de tous les élèves de l'école, mais qu'après, ça avait changé sa vie.
de surveillante. Juste d'interpeller un élève qui grimpe la clôture en disant « Simon, je te demande de descendre » versus un « Hey, oui, toi là, oui, toi avec le manteau vert, oui, non, 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 oui, toi, oui, descends de la clôture. » Alors, imaginez le temps que je sauve en apprenant le nom de l'élève. Il y a une autre enseignante qui me disait « Oui, mais dans une cour d'école, on passe notre temps à éteindre des feux. Alors, la bienveillance, on repassera. » Un sourire, ça prend 3 secondes à faire. Et c'est peut-être le seul sourire que cet élève-là aura dans sa journée. Et peut-être que ce sourire-là va vous permettre de développer un lien avec cet élève-là. Chaque fois qu'on fait des observations de cours d'école, on voit, je ne dis pas chaque fois, OK, peut-être pas chaque fois, mais très régulièrement, des élèves qui sont seuls dans la cour d'école. J'ai même vu un petit bonhomme qui, pendant 45 minutes, a été tout seul, sans qu'un adulte vienne le voir, sans qu'un élève interagisse avec lui. Visiblement, il n'avait pas l'air confortable là-dedans parce qu'au nombre de coups de pied qu'il a donné dans la clôture et au nombre de branches qu'il essayait de faire tomber de l'arbre, il n'était pas bien dans cette situation-là. Et imaginez comment il se retrouve, dans quel état d'esprit il se retrouve lorsqu'il retourne en classe après. Ça aurait été quoi pour l'adulte de se déplacer et d'aller voir l'élève pour lui demander si tout allait bien? On vient juste d'augmenter le sentiment de sécurité de l'élève en disant « Je t'ai vu, je le sais que tu ne vas pas bien. Je suis là si tu as besoin d'en parler. Tu peux compter sur moi. » Ça, c'est la bienveillance. Et le dernier élément, et non le moindre, c'est la visibilité. Et là, j'ai déjà chaud. Je vais sûrement avoir très chaud. Est-ce que l'adulte qui surveille est facilement repérable dans la cour d'école? Pour qui? Pour l'élève qui aurait besoin de l'aide rapidement d'un adulte. Et imaginez au primaire, puis même au secondaire, ça peut se voir très bien. Les enseignants, généralement, ne sont pas si grands que ça, puis des fois, les élèves les dépassent d'une tête. Alors, imaginez en plein hiver, avec une tuque et un manteau dans une cour d'école, à essayer de repérer rapidement l'adulte qui mesure 3 pommes, quand toi-même, tu en mesures 2. Et là, je ne me mettrai pas à genoux pour les micros, mais c'est très difficile pour un élève, parfois, de retrouver l'adulte. Une chance que c'est une façon simple de... Visible pour qui? Pour l'adulte qui aurait besoin de l'aide rapidement de son collègue pour une situation particulière. Si ça me prend 1 minute à repérer mon collègue parce que là, je suis en train de gérer une bataille ou un accident majeur, c'est 1 minute de trop à le chercher. Alors, s'il est visible, je suis en mesure rapidement de le trouver. Visible pour qui aussi? Pour rassurer le parent en périphérie des cours d'école. Tranche de vie. Au Témiscamingue, une école de 7 paliers qui nécessite 7 surveillants à la fois. L'équipe école a décidé de se rendre visible un beau jour. Premier matin, la direction reçoit un appel d'un parent qui lui dit « Madame, merci beaucoup d'avoir mis des adultes dans la cour d'école le matin. J'attendais toujours que la cloche sonne à 8h10 pour laisser entrer mon fils. Il n'y avait jamais d'adultes. » Il y en avait. Les adultes n'étaient juste pas visibles. Même matin, même école, même direction. Fin de première récréation, il y a une petite fille qui va voir la direction et qui lui dit « Madame, ça n'a pas d'allure, il y a bien trop d'adultes dans la cour d'école, on ne peut même plus faire de mauvais coups. » Il n'y en avait pas plus. Il y en avait autant. Les adultes étaient juste plus visibles. Et au même titre que les déplacements tout à l'heure, quand je vous disais que les élèves avaient l'impression que les enseignants étaient plus nombreux, c'est la même chose avec la visibilité. Plus les adultes sont visibles, plus ça donne l'impression aux élèves qu'ils sont nombreux, alors que ce n'est pas le cas. C'est une petite illusion d'optique, dans le fond. En plus, et surtout, pour les écoles primaires qui ont un parc adjacent à l'école ou pour les écoles secondaires aussi, juste d'identifier l'adulte par un dossard, par des bretelles, ça permet de reconnaître les adultes de l'école. Et ça permet d'aller voir les adultes qui n'ont pas de dossard pour leur demander « Est-ce que je peux vous aider? » ou sinon de les éloigner de l'école. Donc, par mesure de sécurité, ça peut être intéressant aussi. Cependant, on a beau connaître et comprendre les modalités pour assurer une surveillance adéquate,
Encore faut-il que tous les intervenants d'une école, qu'ils soient enseignants, éducateurs au service de garde, surveillants d'élèves au secondaire, connaissent comment assurer la constance et la cohérence dans les interventions. Dans une école, généralement, les deux outils pour y parvenir sont le code de vie et sont le plan de surveillance stratégique. Ainsi, comme le roulement du personnel est un enjeu majeur dans les milieux et que l'on sait que les paroles s'envolent mais que les écrits restent, les écoles ont tout intérêt à rédiger un plan de surveillance dans lequel on définit les modalités de surveillance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et toutes les procédures importantes qui ont trait à l'encadrement des élèves. Au primaire, il pleut et il fait froid. Qui prend la décision de sortir ou non les élèves? On les envoie où? Qui s'assure de leur surveillance? Donc, de clarifier ces procédures-là. De cette façon, les attentes envers le personnel qui surveille sont claires et c'est beaucoup plus facile d'assurer la constance et la cohérence parce que là, tout le monde entend la même chose. Au primaire, un autre enjeu majeur, c'est la communication entre le personnel enseignant et le personnel des services de garde et de dîner. Surtout lorsque vient le temps d'assurer la constance et la cohérence. Parce que les possibilités de discussion et de concertation sont peu nombreuses, parce que lorsque les enseignants sont en présence des élèves, le service de garde et de dîner ne l'est pas, et vice-versa. Alors, certaines écoles se sont dotées de moyens pour parvenir à assurer cette communication-là. Il y en a qui ont mis en place des comités qu'on appelle arrimage, où siègent des enseignants, mais aussi des éducateurs du service de garde. C'est un moment pour eux de communiquer les décisions qui sont prises. Combien de fois dans une école, on dit « Ah, le soccer, ce ne sera pas dans cette place-là, ça va être dans cette partie-là de la cour d'école. » Mais combien de fois on arrive dans l'école et qu'il y a encore le soccer là, on n'arrive pas à communiquer adéquatement. Donc, ces lieux-là permettent de le faire. Mais peu importe le moyen que l'école choisira pour assurer cette communication-là, on doit trouver celui qui nous représente le plus et qui nous permettra d'assurer la constance et la cohérence dans le milieu. Somme toute, la rédaction d'un plan de surveillance demande du temps et de l'énergie de la part des directions d'établissement et du personnel des écoles. Il est certain aussi que cette démarche demande une très grande ouverture de la part des membres de l'équipe école. Mais il ne faut jamais oublier pour qui on le fait. Lorsque l'élève se sent bien dans son milieu et lorsque le milieu est sain et sécuritaire, les élèves se sentent beaucoup plus disponibles aux apprentissages. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça sera pas long, on fait un petit changement de micro. On va l'avoir. Eh boy, hein? Non, ça n'a pas marché. Eh bien, on s'est tapé sur les doigts ce matin parce qu'on a laissé le guide « Ma cour, un monde de plaisir » dans le coffre de la voiture. On aurait bien voulu vous montrer à quoi il ressemble. Oui, non, on a le volet. Oui, moi aussi, j'ai le volet, mais le boîtier, je ne l'ai pas. Par contre, j'aimerais vous partager une petite vidéo de 30 secondes environ, dans laquelle on voit le visuel du guide et également c'est une petite introduction à qu'est-ce que ce guide. Kino Québec a développé le guide Ma cour, un monde de plaisir pour bonifier l'aménagement et l'animation de la cour d'école. Nous, à l'école, les objectifs qu'on visait, c'était avant tout de venir corriger un peu les problèmes de conflit sur la cour, les problèmes avec des accidents qui survenaient parce que les enfants jouaient un peu n'importe comment. On essaie d'avoir des activités le plus variées possible, que ce soit pour les plus petits, les plus grands. C'est vrai qu'il y a une différence depuis qu'on vient aménager les jeux sur la cour. Il y a beaucoup moins de gestion de conflits à faire parce que les élèves sont occupés dans des jeux structurés avec une moniteurs de systématique. Moi, mon rôle, c'est d'être monitrice à l'activité hockey-bottine. Mon rôle, c'est de surveiller qu'il n'y ait pas de chicane ou de bousculade. Au retour en classe, c'est plus facile, c'est plus agréable.
Cette capsule est une présentation du gouvernement du Québec en collaboration avec Pfizer. Alors, Marie-Hélène vient de vous parler du volet encadrement des élèves, qui est au cœur de la démarche du guide Ma cour, un monde de plaisir. Mais sachez, comme l'organigramme le présente, que 4 autres volets composent le guide Ma cour, un monde de plaisir pour en faire une démarche complète. On va mettre là moi aussi. Lorsque la première école nous a interpellés il y a environ 7 ans pour nous demander si on voulait l'aider à revoir la cour d'école, leur intention était de faire en sorte que les jeunes soient physiquement actifs dans leur milieu. Alors, moi et Marie-Hélène, on s'est dit, bon, quelques rencontres par-ci, par-là, on va être en mesure de développer un document 8,5 par 11 recto-verso avec quelques recommandations et on sera en mesure de leur remettre à l'école et le tour sera joué. Malheureusement, on s'est rendu compte que le travail était beaucoup plus ardu que ça et on a eu à repousser notre échéancier de plusieurs mois et à plusieurs reprises. Alors, on a décidé de développer un programme qui s'appelait à la base « Ma cour d'école active et animée ». Et on a décidé d'en faire un projet pilote pour s'assurer que le contenu de ce programme-là était adapté aux écoles. Donc, une vingtaine d'écoles de la Commission scolaire de Montréal et environ 6 écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois ici à Montréal également ont participé à ce projet pilote-là. Pour nous, les astres étaient alignés cette année-là parce que j'ai une collègue de la Direction de santé publique qui a accepté d'en faire une évaluation. Ainsi, au terme de notre projet pilote, on était en mesure de recueillir l'ensemble des commentaires des participants au projet, leurs recommandations, mais également d'avoir un rapport détaillé sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien dans le projet qu'on avait développé à l'époque. En parallèle avec notre démarche de projet pilote, il y avait un comité issu de Kino Québec, du programme Kino Québec, qui avait eu le mandat de revoir la cour d'école. Il devait développer quelque chose par rapport à la cour d'école. Et c'est là qu'on a saisi la balle au rebond et on leur a proposé de regarder l'évaluation de notre projet pilote, de l'intégrer, d'intégrer les commentaires, les recommandations de nos différents participants pour en faire un document provincial qui est maintenant le guide Ma cour, un monde de plaisir, où toutes les écoles du Québec primaires ont accès à ce document-là. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter brièvement chacun des volets que compose le guide Ma cour, un monde de plaisir en ayant le souci de montrer quelques adaptations possibles pour le milieu secondaire. Mais avant toute chose, c'est important pour moi de vous mentionner que le guide Ma cour, un monde de plaisir n'est pas un document clé en main. Ce n'est pas une recette miracle, prenez, appliquez, vous obtiendrez. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement ou heureusement. C'est un guide, comme son nom l'indique, une démarche, une structure pour aider les milieux à réfléchir leur environnement selon leurs besoins et leurs réalités. Ainsi que l'on soit une petite ou une grosse école, une école primaire ou une école secondaire, tout le contenu de ce guide est adaptable selon ce que vous vivez dans votre réalité. Premier volet qu'on retrouve tout en haut est le volet mise en contexte. Alors, lorsqu'on a fait la réalisation du guide, on croyait important de tenir compte des politiques, des programmes, des mesures qui avaient été rédigées tant par le réseau de l'éducation que par le réseau de la santé. Ainsi, dans le premier volet, on retrouve tous les ancrages par rapport à ces politiques, mesures et programmes-là. Et on retrouve également tout l'argumentaire qui justifie pourquoi c'est important de se préoccuper de sa cour d'école. Comment est-ce qu'en investissant mon milieu, je suis en mesure de faire en sorte que mes jeunes soient physiquement actifs et qu'ils évoluent dans un environnement sain et sécuritaire. Au fil des années, avec l'accompagnement qu'on a offert aux écoles, on s'est rendu compte de 2 choses. La première chose, c'est que pour avoir du succès et pour qu'il y ait une pérennité dans la démarche, il ne faut pas que la démarche repose uniquement sur les épaules d'une seule personne. La deuxième chose, c'est que dans les écoles où est-ce qu'ils décidaient d'investir de l'argent pour payer une ressource externe pour faire de l'animation de la cour d'école ou encore de l'organisation des périodes d'activité, ça allait bien quand l'argent était là. Mais le jour où est-ce qu'il n'y a plus d'argent, que la ressource externe n'est plus en mesure de venir organiser ou animer la cour d'école, tout tombe à l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation de l'équipe école. Alors, la mobilisation est donc la pierre angulaire
pour assurer le succès et la pérennité de toute démarche, que ce soit cours d'école ou toute autre démarche que l'on veut initier dans notre milieu. Et quand je dis mobilisation, je pense à 2 éléments. Je me mobilise, la mobilisation de l'individu, mais la mobilisation de l'équipe école aussi. On se mobilise, on s'engage vers un défi commun. Et se mobiliser, ça ne veut pas juste dire être assis à la table, écouter. C'est aussi prendre part aux discussions. C'est aussi mettre la main à la pâte pour contribuer au succès, donner son point de vue, prendre des responsabilités et faire en sorte qu'on va prendre part à la vie de l'école et on va aller tout le monde dans la même direction. Dans le volet mobilisation, vous retrouvez différents outils qui peuvent aider les écoles à mobiliser les jeunes, parce que le cœur, on le dit, c'est l'encadrement, mais il est essentiel qu'à tout point de la démarche, peu importe les volets qu'on va regarder, peu importe nos intentions, que le jeune soit toujours au cœur de nos préoccupations, qu'il ait son mot à dire, peu importe les décisions qu'on décide de prendre. Il y a des outils également pour aider à mobiliser l'équipe école, les parents, et même les membres de la communauté. Par contre, force est de constater que le leadership de la direction est essentiel pour assurer le succès des démarches, exemple cours d'école. Ainsi, que ce soit pour revoir la cour d'école, que ce soit pour créer des activités parascolaires au secondaire, peu importe c'est quoi l'objectif, si tout le monde travaille dans le même sens, les chances de succès et de pérennité d'une démarche sont grandement augmentées. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter la séquence qui a été proposée par le guide Ma cour, un monde de plaisir. Alors, on a vu tout en haut la mobilisation qui est indéniable. On a ensuite l'encadrement des élèves, qui est encore là la pierre angulaire de toutes nos interventions. Ainsi, la mobilisation et le volet encadrement des élèves constituent le passage obligatoire avant d'aller plus loin dans la démarche. Ensuite, il revient à chacun des milieux de décider l'ordre dans lequel il pourra entamer les volets suivants. Pour le cadre de ma présentation, je vais y aller dans l'ordre tel qu'il est présenté à l'écran, donc de gauche à droite. Alors, ceci étant dit, le prochain volet, aménagement de la cour d'école, que j'aimerais vous partager, est un volet très important. C'est le moment où est-ce qu'une équipe école va réfléchir leur aménagement physique. On parle dans une cour d'école l'asphalte, le gazon, mais qu'on soit dans un autre milieu, exemple secondaire, est-ce qu'on va avoir des ballons de basketball? Est-ce qu'on a des terrains de soccer? Qu'est-ce qu'on peut aménager dans notre milieu pour faire en sorte que nos jeunes s'y plaisent et participent aux activités? C'est souvent dans ce volet-là, lorsqu'ils sont en démarche d'aménagement en cours d'école, que les écoles vont se rendre compte que leur cours d'école ou l'espace, le terrain de l'école n'est pas suffisamment grand pour accueillir tous les élèves en même temps dans un même lieu. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Éducation qui a publié un document il y a environ 20 ans dans lequel il était stipulé que l'espace vital pour un jeune devrait être de 6 mètres carrés à 10 mètres carrés. Alors moi et Marie-Hélène, qui ont fait le tour des écoles et qu'on sait que certaines écoles vivent des problématiques, la première chose qu'on constate, en fait, une des choses qu'on constate, c'est que souvent les problématiques, elles sont vécues dans les lieux où est-ce que l'espace est petit et qu'il y a beaucoup de jeunes. Les chances de conflit dans des endroits où est-ce que les jeunes sont très, très collés les uns sur les autres sont beaucoup plus grandes. Les problématiques, les accidents, c'est beaucoup plus grand. D'où l'importance de revoir l'aménagement de la cour d'école pour justement essayer d'éviter d'avoir des conflits en lien avec cet aménagement-là. Quand on voit l'aménagement de la cour d'école, les écoles peuvent avoir différentes priorités. Pourquoi on revoit ça? Par exemple, une école pourrait se dire, nous, à notre école, on voudrait que tous les élèves soient physiquement actifs. Ainsi, dans leur cours d'école, ils pourraient aménager un corridor de marche pour que les jeunes qui aiment parler, plutôt que ce soit le long des clôtures et parlent sans bouger, eh bien, ils puissent continuer à parler, mais en marchant, dans un corridor qui a été aménagé pour eux, en toute sécurité, où est-ce qu'il n'y a pas de ballon qui va arriver de gauche à droite. Dans une autre école, où est-ce que peut-être que l'intention, c'est tout simplement d'avoir des relations harmonieuses. Ça ne nous dérange pas si les jeunes, ils ne courent pas ou ils ne marchent pas, on ne veut juste pas qu'ils se tapent dessus. Donc, peut-être que dans cette école-là, on pourrait aménager une aire de médiation, une aire de socialisation,
une zone de repos ou de lecture. Bref, plusieurs zones qui vont répondre aux besoins des jeunes et va faire en sorte que la cour d'école va être un environnement sain et sécuritaire pour tous ceux qui y fréquentent. J'aimerais vous partager une petite tranche de vie qu'on a vécue, moi et Marie-Hélène, il y a environ quelques mois avant l'été. Une direction d'école secondaire à Montréal m'a appelé pour dire « On aimerait que vous puissiez venir à notre école pour revoir l'aménagement de notre cour d'école. » Parfait. On en était bien heureux. C'était un peu notre première expérience au secondaire. Alors, on y va. Et quelques minutes avant la rencontre, on s'en va regarder l'environnement. Et on est un peu subjugué parce qu'on retrouve tout. Selon nos yeux, tout y est. Terrain de soccer, terrain de football, terrain de planche à roulettes, il y a un aréna, il y a une piscine, tout est là. Tout est là. Alors, on a bien hâte de pouvoir rencontrer la direction d'école et son équipe pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent aménager de plus que ce qu'il y a déjà. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il manquait quelque chose. Ce qu'ils voulaient aménager, c'était au niveau de la devanture d'école, ils voulaient créer une zone de socialisation. Parce que la majorité des jeunes se retrouvaient tous là, un peu éparpillés. Ils voulaient également aménager un potager scolaire dans lequel il serait, en fait, un potager scolaire qui serait entretenu à 100% par les jeunes de l'école. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, cette école-là avait fait leur devoir. Ils avaient sondé les besoins et les intérêts de leurs jeunes et ont fait de la cour d'école une préoccupation de jeunes et non pas une préoccupation d'adultes. Le prochain volet. Organisation des périodes d'activité. Je suis rendue dans le milieu, volet 3. L'organisation des périodes d'activité, ici, je tiens à mentionner que je n'ai pas dit organisation du jeune, qui est déjà bien assez organisé dans sa journée. C'est plutôt l'organisation de la période d'activité, de la cour d'école. Essayer d'enlever toutes les mésentendus possibles. Lorsque le jeune va dans la cour d'école, où est-ce qu'il peut aller? À quoi peut-il jouer? Avec qui peut-il jouer? Comment doit-il jouer? Est-ce qu'il devait s'inscrire avant? Avec quoi peut-il jouer? Donc, c'est d'être en mesure de répondre à cette roulette-là d'interrogation pour pas qu'il y ait de mésentendus entre les intervenants et le jeune et que le jeune puisse aller dans sa cour d'école en sachant très bien qu'est-ce qu'il peut faire. Au secondaire, évidemment, on parle un petit peu moins d'organisation de périodes d'activité due aux pauses plutôt qu'aux récréations. Ça ne tient pas. Par contre, encore ici, j'aimerais vous témoigner une petite tranche de vie qui a été vécue dans une école secondaire où est-ce qu'un technicien de loisirs avait remarqué que les jeunes, aux pauses, quittaient le terrain de l'école pour aller fumer de l'autre côté. Alors, ce technicien de loisirs-là, il s'est demandé, il s'est questionné, qu'est-ce que je pourrais faire pour garder les élèves de mon côté, pour les occuper. Il est allé sonder les élèves en leur demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est là qu'il a offert une gamme d'activités variées. Il a ouvert les plateaux, même si la période elle est très courte. Il a ouvert ces plateaux. Il a offert une série d'activités. Il les a organisées, en fait pas organisées, mais il a organisé des activités. Et ces activités-là répondaient aux besoins des jeunes concernés. Et le taux de tabagisme dans cette école-là a diminué par le fait qu'on a offert des activités qui répondaient à leur goût et à leurs intérêts. D'un autre côté, lorsqu'on va dans les cours d'école, une autre chose qu'on se plaît à regarder, c'est la disponibilité du matériel. Le simple fait de rendre disponible du petit matériel dans la cour d'école, et petit matériel, ballon, corde à danser, élastique, des craies. Le simple fait de rendre du petit matériel disponible va organiser les jeunes. Donc, ce petit matériel-là va contribuer grandement à améliorer le climat dans la cour d'école. Mon dernier. Alors, le volet animation de la cour d'école et jeunes leaders, il est le rose bonbon, hein, c'est notre petit dernier. Hein. Ça le dit, mais ça donne des rôles aux jeunes pour qu'ils soient jeunes leaders, pour qu'ils puissent développer des compétences qui vont contribuer à augmenter l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Développer des compétences sociales, avoir un sentiment d'appartenance à notre école. Différents rôles peuvent être attribués aux jeunes leaders, que ce soit animateur de jeu, animateur soutien, médiateur, responsable du matériel, responsable du prêt de matériel, responsable de la musique.
ambulancier, hein, responsable des premiers soins. Bref, il y a plein de rôles que l'on pourrait attribuer à un jeune, que l'on soit au primaire ou même au secondaire, qui va faire en sorte qu'il va mettre de la vie dans son milieu. Le volet animation de la cour d'école, on a pris soin de mettre tous les outils possibles et inimaginables pour aider les écoles à prendre ce document-là, à créer des comités jeunes leaders, à les former, les accompagner et les valoriser tout au long du processus pour s'assurer qu'ils vivent un succès. Quand on revient avec des directions d'école ou du personnel d'école qui ont vécu le jeune leader, on entend souvent des commentaires comme « nos tout-petits voient les grands jeunes leaders et les tout-petits ont hâte d'être plus grands pour être jeunes leaders ». Et ces jeunes leaders-là de 6e année, ce sont eux qui, au secondaire, vont initier des activités et vont amener les jeunes à participer avec eux et prendre vie à l'école. Ça va être un peu d'empowerment qui va être fait par eux-mêmes. Autre tranche de vie que j'aimerais vous livrer, une direction d'école mentionnait que les semaines, quand ils donnaient des rôles de jeunes leaders aux jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage, eh bien, les semaines où est-ce que les jeunes leaders, en fait, les semaines où est-ce que ces jeunes n'étaient pas jeunes leaders, il y avait des difficultés. Mais les semaines où est-ce que ces jeunes-là étaient jeunes leaders, il n'y en avait pas de trouble de comportement. Ils prenaient leur rôle tellement à cœur qu'ils devenaient des leaders positifs et entraînaient les autres jeunes vers le succès, la réussite, le bien-être, la santé, la sécurité du milieu. Je viens de vous présenter très brièvement l'ensemble des volets. Au-delà de toutes les actions qu'on peut faire dans une cour d'école, au-delà de tous les volets qui existent, notre collègue Carole Carufel, j'entends sa petite voix à mon oreille, nous dit toujours « les filles, n'oubliez pas, il faut garder ça KISS. Keep it smart and simple. » Peu importe les actions que vous allez décider d'entreprendre dans votre environnement scolaire, que ce soit dans la cour ou ailleurs, si vous faites des petites choses simples mais bien pensées, vos intervenants ne se sentiront pas submergés par la lourdeur de la tâche et prendront plus facilement part aux activités qui vont leur être offertes. Alors, je viens de passer à travers toute la démarche cours d'école et j'aimerais vous la synthétiser d'une manière un peu imagée. Alors, on a deux collègues, Carole Carufel, que vous avez entendu encore, son nom va osciller, ça va osciller dans ses oreilles aujourd'hui. Donc, Carole Carufel, qui provient de la Commission scolaire de l'Art et des Bois, et France Dionne, qui est à la Direction de santé publique de la capitale nationale, ont eu l'idée de comparer la démarche cours d'école à la construction d'une maison. Alors, la première chose, quand on veut construire notre maison, on va arriver sur les lieux, on va s'assurer que notre maison, le lieu, est sécuritaire. Pour nous, ça va être l'encadrement. On va aussi s'assurer que notre fondation est solide. On va décider de faire un rectangle, peu importe la forme de la maison. Ça va être l'aménagement de notre cour d'école. Une fois qu'on a notre terrain qui est très sécuritaire, qu'on a fait une belle fondation solide, on a décidé de la faire en roche, en asphalte, on va monter les murs de notre maison. On va faire une grande pièce, deux petites pièces, ou bien une très, très grande pièce, tout le monde va pouvoir y aller, ou juste des petites pièces, puis chaque personne dans la maison va pouvoir y accéder. Pour une cour d'école, c'est l'organisation de la cour d'école. Ensuite, on va peinturer notre maison, on va la décorer, on va mettre les couleurs les plus in, les plus à mode. C'est l'animation des périodes d'activité. Par contre, on a beau avoir la maison la mieux décorée, la mieux peinturée. On a beau avoir la maison la mieux organisée, la mieux divisée, avec une surface sécuritaire impeccable. Si on n'a pas la clé pour entrer dans cette maison-là, la maison ne nous sert à rien. Et si on a juste une moitié de clé, on a beau forcer dans la serrure, éventuellement, ça va briser. Et la clé, dans une démarche cours d'école, c'est la mobilisation. Ainsi, pour tout succès, une mobilisation est essentielle.
Il me reste encore 2 acétates. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous présenter une vidéo qui a été produite par nos collègues de l'Estrie. Alors, cette vidéo, dont le titre est « Ma cour d'école plein d'idées qui sonnent une cloche », a été développée à l'intention des équipes écoles et de leurs partenaires dans le but de susciter des réflexions sur l'importance de la cour d'école dans la prévention de l'intimidation et de la violence et de la réussite éducative. Cette vidéo-là a été produite par la Direction de santé publique de l'Estrie, mon collègue Kino Québec, entre autres, par la Direction régionale du MELS, toujours de l'Estrie, en collaboration avec les agents écoles en santé des commissions scolaires et des C3S de la région de l'Estrie. On est allé chercher une petite portion de la vidéo, elle dure à peine 2 minutes, mais sachez que cette vidéo-là dure environ 20 minutes. C'est un pur bijou. Et si vous êtes intéressé, si la cour d'école vous intéresse, je vous invite à aller visionner cette vidéo-là dans sa totalité qui est disponible sur Internet. Il suffit de taper le titre de la cour, vous allez être en mesure de la retrouver facilement. Également, je voudrais faire un petit clin d'œil. On vient de vous parler des travaux qui ont été faits de la région de Montréal. Par contre, sachez que d'autres régions autres que Montréal ont développé des choses en lien avec la cour d'école, que ce soit pour le personnel scolaire ou le personnel des services de garde. Et tout comme la vidéo, en Estrie, un document a été produit qui s'adresse strictement aux services de garde, aux membres, au personnel du service de garde et qui touche l'encadrement, l'organisation, l'animation des cours d'école et bien plus encore. Ce sont des capsules qui ont été réalisées en collaboration avec notre collègue Carole Carufel. Ce cartable-là, Marie-Josée qui est ici, pourra peut-être, si vous êtes intéressé, vous pouvez la consulter pour avoir un peu plus d'informations. Alors, pour conclure, la base d'une démarche cours d'école repose d'abord sur l'accompagnement, l'encadrement offert par le personnel de l'école. Il va de soi que la mobilisation de l'équipe école est la pierre angulaire pour en assurer le succès et la pérennité. Ensuite, l'aménagement de la cour d'école, l'organisation des périodes d'activité, l'animation par les jeunes leaders constituent une avenue importante pour faire en sorte que nos jeunes soient physiquement actifs et évoluent dans un environnement sain et sécuritaire tout en y développant des relations harmonieuses. En somme, la cour d'école est un laboratoire à ciel ouvert où le jeune devrait être en mesure de développer ses compétences sociales sans crainte pour son intégrité physique ou morale. Après tout, ne dit-on pas qu'un enfant qui joue bien apprend bien? Merci.